Merci. Donc, je ne vais pas essayer de me répéter après ce que les prédécesseurs ont abordé, mais je vais insister sur la nécessité d'avoir une stratégie. Parce que je pense que la plupart aujourd'hui des enjeux du numérique, c'est des stratégies. Les financements sont disponibles, on ne cesse de le répéter. Quand on parle de financer l'économie numérique ici, c'est de voir la façon la plus optimale de financer cette économie numérique. Mais ce n'est pas dans une situation où les financements ne sont pas disponibles. Alors, les stratégies, c'est quoi leur point faible en Afrique d'une manière générale? C'est que ça se limite souvent à un papier bien fait par des gens très intelligents et adopté par des gens encore plus intelligents qu'eux. Et par la suite, c'est mis au garage parce qu'il y a un problème de gouvernance. Il y a une transversalité dans le numérique. Il y a plusieurs secteurs, on a parlé tout à l'heure de la santé, l'éducation, etc. Et cette transversalité fait que si vous mettez en place une stratégie numérique, il faut être capable de mettre en place un organe qui peut superviser la mise en œuvre de cette stratégie numérique. Et souvent, cet organe, soit il n'est pas mis en place, soit s'il est mis en place, il a une faiblesse institutionnelle parce que les autorités ministérielles qui existent déjà et qui ont leurs prérogatives ne se laissent pas entraîner par une entité qui serait au-dessus d'elle. Donc, il faut imaginer qu'une stratégie n'est forte que si la gouvernance qui la soutient est également très forte. Et pour cela, il faut l'implication au plus haut niveau. Quels sont les pays aujourd'hui qu'on peut qualifier de réussite dans l'économie numérique? Je vais en citer trois parce que c'est des pays que j'ai eu l'occasion de visiter et qui m'ont marqué. La Corée, Singapour, l'Estonie. Comment ces pays ont mis en place leur stratégie pour être aujourd'hui je ne vais pas dire des géants du numérique, parce que je ne parle pas de la Silicon Valley avec ces entreprises qui dominent le monde ou de la Chine, parce que c'est des pays qui sont basés sur de grands marchés. Les trois pays que je viens d'évoquer ne sont pas basés sur de grands marchés, mais c'est des pays qui ont structuré leur économie de sorte à ce qu'elle soit une économie numérique. Alors, comment ces pays-là ont pu structurer leur stratégie? C'est en mettant en place des organes de pilotage et de mise en œuvre qui sont très solides et qui relèvent d'une haute autorité au niveau gouvernemental pour la mise en œuvre. Et à ce niveau-là, il faut dire qu'en Afrique, c'est peut-être là où le bas blesse, c'est que les stratégies sont faites, mais les enjeux n'émanent pas forcément du gouvernement. Il n'y a pas forcément une volonté du gouvernement de faire de l'économie numérique une économie qui va diriger l'avenir des pays. Pourquoi? Parce qu'il y a les urgences sociales, comme partout d'ailleurs, hein. Voilà, il faut d'abord régler les urgences sociales avant de se projeter sur les générations à venir. Et cela m'amène à parler d'un autre point, c'est la perspective du bailleur par rapport au secteur privé. Les bailleurs de fonds institutionnels ont leur stratégie par contre. Si vous allez à l'AFD, si vous allez à la Banque mondiale, à l'USAID, ces bailleurs ont leur stratégie. Ils savent comment est-ce qu'ils doivent investir leurs fonds pour avoir des résultats qu'ils pourront mesurer et rendre compte auprès de leurs instances de gouvernance. Ça veut dire que si vous traitez avec des bailleurs, vous traitez avec leur stratégie et non avec la vôtre. C'est important pour un pays d'avoir une stratégie et d'être capable de lever les financements qu'il faut pour mettre en œuvre cette stratégie. D'autant plus qu'aujourd'hui, comme on l'a dit, et on le répète toujours, ce n'est pas la disponibilité du financement qui pose problème. Mais un pays qui se laisserait entraîner par les stratégies des bailleurs, qui sont différents, l'Union européenne a ses règles et ses prétentions, l'AFD la même chose, la Banque mondiale. Alors si vous cumulez tout cela, qui sont des stratégies qui ne sont pas cohérentes par rapport à votre propre pays, et vous mettez en œuvre, et chaque jour, dans le journal télévisé de votre pays, on dit l'Union européenne a signé une convention, la Banque mondiale ici et là, vous pensez que vous avez réglé vos problèmes alors que vous êtes en train d'en créer, parce que vous êtes en train de nager dans un désordre, et finalement, ce ne sera pas facile pour le pays de pouvoir s'en sortir. Alors, je reviens sur la question de partenariat public-privé sur laquelle vous m'avez interpellé, parce que c'est en effet un point que je trouve très important aujourd'hui pour le développement de l'économie numérique en Afrique. La plupart du temps, quand on parle de PPP en Afrique, on envisage que le dernier P, qui est le P du privé, est un P étranger. J'ai rarement vu des partenariats publics-privés bâtis en Afrique avec un P local, c'est-à-dire l'État public et le privé aussi local. Souvent, les gouvernements et même les lois qui sont faites pour les PPP sont des lois pour l'investissement direct étranger. Il faudrait que nous revenions sur ça parce qu'il y a des capacités aujourd'hui dans tous les pays africains pour pouvoir
opérer des PPP, que ce soit dans la santé, que ce soit dans des services e-gouvernementaux et autres. Je pense que c'est important parce que s'il n'y a pas de champion national, on parle des startups, c'est une chose, mais il faut aussi qu'il y ait des champions nationaux. Si on est dans une économie numérique où il n'y a aucun champion national local, cela peut compromettre l'avenir même de ces économies africaines qui veulent mettre en place ces PPP. Donc des PPP, oui, c'est en fait aujourd'hui la chose la plus simple à mettre en œuvre pour développer l'économie numérique, mais insistons pour que le dernier P soit africain ou qu'il soit local ou qu'il soit lui-même un autre PPP avec l'étranger, mais surtout pas des PPP exclusivement avec un P étranger. Et d'ailleurs, ça ne se fait même pas dans les pays avec lesquels nous traitons. Moi, je regarde le cas de la France, le rapprochement de Alstom et de son concurrent allemand, ben, ça, c'est des questions d'État. L'État s'implique et dit non, c'est un pavillon national, Alstom, on ne va pas le brader avec les Allemands, etc. Quand c'est les Italiens qui veulent racheter dans l'industrie maritime, même chose. Mais en Afrique, c'est naturel. Quand on fait des routes, ça doit venir de l'étranger. Quand on fait tout ce qu'on fait, ça doit venir d'ailleurs. Et après, quand on a un journal télévisé et qu'on montre des signatures avec des patrons, ben on est content. Il faut que cela cesse parce que cela ne garantit pas l'avenir du développement de l'Afrique. Et enfin, je terminerai par les financements innovants dont j'ai parlé. Aujourd'hui, pour les startups, parce que ça, c'est un problème qui me tient à cœur. J'ai l'habitude de dire, d'habitude en Afrique, quand une idée naît dans un garage, ben, il y a de fortes chances que cette idée-là finisse dans un garage. Alors qu'on est habitué à dire que dans la Silicon Valley, la plupart des idées sont nées dans des garages et ont pu sortir des garages et dominer le monde. C'est parce que nous sommes souvent dans une logique, comme je le disais dans une conférence, où ceux qui ont des idées n'ont pas d'argent et ceux qui ont de l'argent n'ont pas besoin d'avoir des idées. Et donc, du coup, il n'y a pas cette étincelle qui fait qu'un opérateur qui doit lancer une idée, il trouvera les ressources qu'il faut pour le faire. Il faut que nous arrivions à faire cela et il faut également que nous arrivions à faire de l'Afrique un grand marché unique. Aujourd'hui, il y a la zone continentale de libre-échange qui est en construction pour faire de l'Afrique un marché de 1 milliard. Parce que tout le monde voit l'Afrique comme un marché de 1 milliard, sauf les Africains eux-mêmes. Parce qu'ils sont dans encore leurs égoïsmes nationaux de mon pays, mes frontières, mon drapeau. Ça ne sert plus à rien aujourd'hui. Quand on est un pays comme le Sénégal, d'où je viens, de 13 millions d'habitants, dire mon pays, mon drapeau, mon hymne national, ça ne représente rien. Il faut être dans cette Afrique qui se construit, qui bouge, qui a de l'avenir et qui peut aujourd'hui constituer un vecteur pour le développement des entreprises. Alors, je vais m'en tenir là pour ne pas monopoliser la parole, mais voilà un peu le message que je voudrais lancer dans le contexte du financement. Merci. Merci beaucoup.